Bonjour oreilles amis, la nouvelle histoire que je vais vous conter est extraite d'un journal qu'une de mes vieilles connaissances a bien voulu me confier. Ce journal ayant appartenu à son oncle mystérieusement disparu. C'est un chasseur qui en plein hiver, plusieurs jours de suite, ne voyant pas de fumée sortir de la cheminée de l'oncle, a pris sur lui d'aller voir si le vieil ours et son satané clébard étaient toujours là. Eh bien, personne. La porte de la cabane n'était pas verrouillée, vide, à l'exception du meuble de cuisine et d'une petite table sur laquelle était posé le journal. À l'heure où j'écris ces pages, ma maladie a pris une importance telle qu'il ne m'est plus possible de m'éloigner de cette petite colline boisée, au cœur de laquelle j'ai établi depuis maintenant 5 années mon ermitage. L'espace de vie que ma maladie me permet d'occuper, ce sont dorénavant ces 2 hectares tournés vers le couchant et bordés par le cingle de Vernoux qui coule en contrebas. Au sud et au nord, la forêt de mélèzes et de pins sylvestres qui enserre la prairie où sur une partie je fais pousser mes légumes. Une vieille yourte à la couleur indécise qui a le mérite avec l'âge de se confondre avec la lisière près de laquelle je l'ai installée, me tient lieu de refuge. Pour tout compagnon, j'ai une chèvre, Sophie, qui répond quand ça lui chante, au nom que je lui ai donné, qui daigne, quand ça lui chante aussi, me céder un peu de son lait. Elle n'a bien de sagesse que dans son prénom. Et mon chien, un berger hollandais de 6 ans, qui m'a suivi dans mon ermitage. Fin d'allure, le poil ras et la robe bringée, bien que né une année en haut, je l'ai appelé Anoub, le nom copte d'Anubis, pour la ressemblance de sa tête avec celle du dieu des morts égyptiens. À la fois mon fils fidèle, mon ami prévenant, mon infatigable compagnon, il est toute ma famille, toute ma tribu. La première fois que cela se produisit, ce ne fut pas une évidence. Je n'ai corrélé cet événement seulement que bien plus tard. Comme tous les samedis matins, je m'acquittais de la corvée hebdomadaire qui consistait à remplir un caddie de mon enseigne commerciale habituelle. Je dois dire qu'à cette époque, je maîtrisais assez bien la technique du remplissage. Organiser les achats de manière à ce que les plus lourds n'écrasent pas les plus fragiles, que les plus petits ne glissent pas entre les grilles du caddie, que les produits destinés au réfrigérateur soient groupés ensemble et organiser le tout en tirant parti de toutes les potentialités du caddie, de manière à ce que l'ordre de défilement sur le tapis de caisse me permette de reconstituer l'architecture initiale de mes achats. Cette discipline me faisait gagner un temps que je jugeais important, pour charger, décharger, ranger une fois chez moi, chaque achat à sa place. 10h30. Il y avait une foule intergénérationnelle de pousseurs de caddie à cette heure-ci. Néanmoins, la représentativité des septuagénaires touchait à sa fin, davantage addictif qu'ils étaient à la tranche horaire du 9-10 heures. Tel un compétiteur de saut d'obstacle à Deauville, j'avais déjà mon parcours en tête, éviter l'allée centrale dans l'axe des portiques magnétiques où sont placées en surévidence toutes les promos d'achats secondaires, ne pas se laisser happer par le secteur librairie, magasinifie et tout de suite tourner à gauche en longeant les caisses, les indispensables, se trouvant naturellement sur les têtes de gondole parallèles aux caisses, et ensuite, dans une chevauchée sans faute, se diriger vers l'espace des produits frais. Sur ma liste de courses était marqué « patates douces ». Je l'ai trouvé en bonne compagnie entre les tubercules de gingembre et ceux de topinambour. L'étiquette indiquait « patates douces, provenance Israël, 2,50 € au kilo ». Et c'est alors que, me saisissant d'un de ces légumes, je perçus comme une légère décharge électrique. Puis le flash d'un visage foncé, coiffé d'un kéfier rouge et blanc, s'imposant brutalement à mon cerveau. De surprise, j'en lâchai le légume, pensant qu'un petit insecte avait dû se glisser et me piquer. J'optai pour les topinambours qui me paraissaient assez frais. 2 semaines plus tard, le ciel était sombre ce jour-là, et un orage menaçait. J'eus un réel sentiment d'oppression en pénétrant dans le supermarché. Passant alors près de l'étal du poissonnier,
je perçus comme une légère plainte. Était-ce le fruit de mon imagination? Mais le gémissement semblait plus particulièrement venir d'un secteur de l'étal où étaient disposés sur leur lit de glace des filets de perches du Nil. L'orage proche, me dis-je. La lourdeur de l'air, peut-être. Dans un rituel inoxydable, mon parcours s'acheva, comme toujours, dans le secteur des fruits et légumes. Il me manquait plus qu'un livre de pommes pour clore ma liste. Les Canada grises n'étaient pas trop chères. Et là, à nouveau, comme un coup de poing dans l'estomac. Une scène envahissante sous mes yeux, des ouvriers agricoles en sueur, dont certains portaient un kéfir et récoltaient des fruits dans une immense certitude. Dehors, 2 gardes armés assis à l'arrière d'un pick-up, une clôture de barbelés, un vent de poussière de sable rouge à l'assaut d'un monumental mur de béton grillagé. Stop! Stop! Vacillant, je pris mon visage entre les 2 mains et me frottai les yeux. Mais j'ai rêvé! Non, je n'ai pas rêvé. Si j'ai rêvé, je ne savais plus. Reprenant mon caddie en faisant demi-tour, je pris soudainement conscience que je me trouvais alors dos au présentoir des patates douces. De ces derniers troubles, je ne pus rien partager avec mon épouse, qui m'aurait certainement traité d'affabulateur et de paranoïaque, et donc elle ne m'aurait été d'aucun secours pour m'aider à relativiser ce qui m'arrivait. Dans les premiers temps qui suivirent ces manifestations, inconsciemment, comme un chien qui se serait frotté à la barrière électrique d'un champ, je me mis à passer au large des présentoirs de patates douces, ce qui m'interdit par effet collatéral un certain nombre de fruits et légumes se trouvant dans l'environnement proche du présentoir maudit. Je me décidai alors à consulter, après que les perches du Nil aient donné de la voix. Mon chariot était rangé le long des bacs remplis de promos de brioches et de viennoiseries, situés à 3 ou 4 mètres de l'étal du poissonnier. Quand, en lieu et place du brave commerçant, de manière très nette se matérialisa une piste de terre, un avion cargo qui atterrit, frappé de l'étoile russe, avec dans son sillage une nuée d'enfants en tenue kaki et béret rouge. Des caisses sortent de ces soutes, de ces caisses sortent des armes automatiques dont chacun de ces enfants, dans une frénésie confuse, se saisit. Au bord de la piste, un pick-up clair en observation, 4 militaires à l'arrière. D'autres caisses arrivent, marquées du logo de la conserverie qui conditionne la perche du Nil. Chargé dans les soutes, l'avion repart dans un nuage de poussière. Stop! 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 État paranoïaque. Ce trouble affecte seulement 0,3 à 2,5% de la population. D'un point de vue général, les personnalités paranoïaques se caractérisent par 4 traits fondamentaux qui entraînent à terme une difficulté d'adaptation sociale, telle que la surestimation pathologique de soi-même, la méfiance extrême à l'égard des autres, la susceptibilité démesurée et la fausseté du jugement. De plus, un comportement passif-agressif est souvent observé chez les malades paranoïaques. Non, m'affirma la psy, vous ne présentez actuellement aucune de ces caractéristiques. Elle me conseilla du repos et me prescrit une boîte de gélules bleues à prendre pendant 20 jours. La pile bleue, ça me rappelait vaguement quelque chose. Le traitement me maintenait dans un état nuageux, les jambes en caoutchouc, la tête en coton, les roues du caddie en boule de barbe à papa faisaient dériver le chariot tel un radeau sur une mer calmée après le naufrage, environné de débris flottants que je chargeais un à un sur mon embarcation de supermarché. Par pure intuition, mais aussi pour être acteur dans la rémission de mes troubles, je me décidai de changer d'enseigne, un supermarché plus petit, plus familial, sans néon subversif, sans climatisation, sans banderole promotionnelle de Noël, d'Halloween, de fête des mères ou du mois du blanc. Un petit 3 caisses avec des caissières cinquantenaires. Mon traitement touchait à sa fin, je ne fréquentais désormais plus que le petit mousquetaire à 5 kilomètres de chez moi. Il n'avait pas vraiment fière allure, avec la peinture écaillée de son bardage, ses chariots rouillés par endroits, à qui il manquait parfois une poignée, en plastique, une roue. Il ne flattait pas non plus vraiment son chaland, mais je m'y sentais davantage en sécurité.
Ce fut d'abord comme un brouhaha. Vous savez, ces bruits de hall de gare ou d'aéroport. Ces sons à la fois précis et distincts qui se mélangent pour créer ces ambiances sonores si reconnaissables. Peu de monde dans les rayons ce samedi matin. Les bruits que je percevais ne pouvaient être mis en correspondance avec la faible animation que je pouvais constater dans les allées du magasin. Et puis le climat sonore qui m'environnait une fois passé la barrière magnétique suggérait un espace beaucoup plus vaste. Ce que j'entendais ne pouvait être émis que par une multitude. Pénétrant plus avant dans le magasin, les sons se dissocièrent petit à petit. C'est comme si tout le magasin se réveillait à l'approche de mon chariot, comme si tous les articles voulaient me dire, me raconter, me montrer quelque chose. Un premier flash, près du lait stérilisé en bouteille, un agriculteur pendu à la fourche de son tracteur, étranglé par les dettes et le prix de rachat du lait en dessous de sa valeur de production par les multinationales agroalimentaires. Un deuxième flash près des innocentes bouteilles d'eau gazéfiée dont les tennisman font la publicité. Une dizaine de miliciens protégés dans un environnement aride, une zone de captage d'eau. Tout autour d'eux, une foule d'épenaillés portant des bidons de plastique à l'évidence vide. C'était l'ancien puits du village. Et puis un troisième, et puis un quatrième flash. Une panique absolue me saisit. Je poussai le chariot comme un fou, désorienté. J'évitais de justesse une jeune maman avec son nourrisson, emmailloté au creux du siège bébé fixé au chariot. Et là, brutalement, un blanc, plus rien. Je freine des 4 roulettes, les bras ballants, essayant de reprendre mon souffle. Lourdement adossé à la console la plus proche, j'étais au rayon des produits locaux, les jus de pommes des vergers de la Blottière. Je les aurais embrassées, ces bouteilles de verre, avec sur leur étiquette cette pomme aux joues rouges qui souriait. Bien que peu coutumier de cette boisson, je crois que j'en ai pris 7 ou 8 en guise de talisman, afin de regagner les caisses en sécurité. Le doute n'était plus permis. Certes, je n'étais pas fou, mais je ne sais par quelle malédiction j'avais acquis un pouvoir autodestructeur qui m'interdisait de fréquenter les lieux de la grande distribution. Je m'inscrivis à une AMAP, une période de quiétude, un régime alimentaire assez répétitif, poireaux, carottes, choux, pommes de terre, œufs, poulet, pain, navets, tomates de saison et rebelote. Régime qui, bien que restreint, m'apportait l'essentiel et surtout me permit d'échapper à la démence qui m'était promise. Mais la maladie, sans que je m'en rende compte, était toujours là. J'étais devenu, momentanément, porteur sain, comme disent les médecins. Je lui avais barré la route sur le champ de l'alimentation, mais elle avait commencé insidieusement à muter, à investir d'autres champs de mon univers consumériste. Je réalisa le chemin parcouru par ce mutant psychophage qui m'habitait lorsque, sur les conseils d'un ami, j'envisagea de faire l'acquisition d'une tablette numérique pour rompre l'isolement. Par précaution et pour éviter de m'aventurer seul dans ces zones commerciales, ghetto consenti, où l'oppresseur se nomme carte de crédit, je commandai l'objet par Internet. Je reçus le paquet une semaine plus tard, ouvris précautionneusement le carton qui enfermait cette merveille de technologie, ensachée dans un linceul de plastique transparent, et me saisissant de l'objet à nouveau, les terrifiantes visions. Un extérieur d'usine aux murs bleus délavés, à leur sommet greffé sur une ossature métallique attaquée par la rouille, Foxconn, écrit en lettres rouges. À l'intérieur, dans une ambiance clinique nimbée d'une lumière verte, des centaines et des centaines de jeunes hommes et de jeunes femmes, bonnets de chirurgiens sur la tête, travaillent à touche-touche sur des chaînes d'assemblage incessantes. À nouveau, vue extérieure. Le soir tombe, des silhouettes humaines sautent des fenêtres éclairées, et du haut du bâtiment tombent sur le sol inanimé. Extérieur jour. Des ouvriers sans casque de chantier sur leurs nacelles posent des fils horizontaux au-dessus des fenêtres de l'usine. Stop, stop! Je vous épargnerai le récit des autres manifestations dont j'étais la victime et qui se déclenchèrent non pas de manière systématique comme je m'y attendais, auquel cas j'aurais pu anticiper, m'y préparer, non.
Les phénomènes semblaient complètement aléatoires, créant à chaque fois le choc de la surprise, me plongeant dans l'hébétude la plus complète. L'évidence, une nécessité vitale, m'ont conduit à élaborer le projet qui fait ma réalité et mon quotidien d'aujourd'hui. J'ai enfin retrouvé la paix sur ce petit bout de terre perdu où s'égarent parfois quelques chasseurs. On s'observe de loin, un salut des fois, c'est le seul contact que j'ai avec mes contemporains. Et voilà, chères oreilles. Mais me direz-vous, qu'est devenu l'oncle? Car on sait bien qu'il n'est pas resté sur sa colline. Eh bien, vous connaissez ma réponse. Ceci est une autre histoire.